Un micro-crottoir. Tu pourras le garder, ça. Oui. Bonjour et bienvenue dans le 2e épisode d'Enquête d'Axio. Un podcast réalisé au sein de l'université Rennes 2 par les étudiants de la licence Humanité. Nous mettrons en parallèle l'analyse d'un prof de grec moderne avec un micro-trottoir sur l'étymologie grecque où plusieurs étudiants nous racontent ce dont ils ont retenu de leur parcours. J'aime bien le sens du mot effrayé. Ça vient de frédu, qui veut dire la paix, genre en ancien francique. C'est genre du vieux français. Ça a donné genre le beffroi et tout. Le gardien de la paix, qui sont des bâtiments. Et quand tu effraies quelqu'un, effrayer, ça veut dire que tu sors quelqu'un de sa paix. Après, on pourrait dire que c'est un peu bête, parce que ça voudrait dire que quelqu'un était en paix avant que tu l'effraies, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais j'aime bien quand même ce mot. Par exemple, hippopotame, ça vient du mot hippos, cheval, et potamos, rivière. Hippopotame signifie donc cheval de rivière. L'alopécie, qui est la chute des cheveux, donc la calvitie, vient de alopex. Alopex qui veut dire renard, parce que le renard perd ses poils en hiver. Donc quand on est atteint d'alopécie, on a la maladie du renard. Il ne faut pas confondre scatologie et eschatologie. Pourquoi c'est la suite ? Parce que l'eschatologie, c'est l'étude de la fin du monde. Ah oui. Même si c'est la fin du monde, ce sera bien la merde. À mon sens, l'étymologie permet de faire des dichotomies entre des termes, entre des comportements. J'aime beaucoup celle entre humilité et humiliation. Les deux viennent de humus, la terre. Et l'humiliation, c'est se sentir rabaissé. Quand l'humilité, ce n'est pas se faire petit, mais se reconnaître petit, fini, limité. Voilà, à mon sens, quand on se retrouve face à une contrariété dans la vie, ce qui arrive plus ou moins tous les jours, on a deux choix. Choisir l'humilité ou vivre l'humiliation. À la fois, tout ça est bien fait parce que l'être humain, l'homme, vient du latin homo, qui vient lui-même encore de humus, qui signifie créature sortie de la terre, et en opposition aux dieux, créatures, eux, elles, qui vivent dans les cieux. Pour être cohérent avec notre espèce, il ne faudrait jamais choisir de vivre l'humiliation, puisque c'est une contradiction. On ne peut pas être rabaissé si on est déjà sur le plancher des vaches, mais plutôt choisir l'humilité, reconnaître sa modeste condition, reconnaître qu'on peut être les récipiendaires d'événements tout à fait, je ne sais pas, du beau au tragique, et qu'au final, on a peu de pouvoir sur tout ça. En tout cas, l'étymologie est claire. Elle propose deux chemins, l'humilité ou l'humiliation, aux hommes sortis de la terre de choisir. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Voilà, donc je suis Dimitri Karkouzis, enseignant de grec moderne à Rennes 2, grec de naissance. J'ai fait mes études de lettres et de philosophie à l'université d'Athènes, de lettres grecques, aussi bien pour un grec ancien et grec moderne. Et ensuite, je suis arrivé à Rennes pour faire un DEA, qui s'appelait à l'époque, ça équivaut au Master 2 de nos jours, en lettres classiques. Et ensuite, j'ai fait une thèse de grec ancien à l'université de Rennes 2. Je suis retourné pendant quelques années en Grèce pour enseigner donc, le grec en lycée pendant 4 ans. Et après, je suis revenu en France pour enseigner donc, le grec aux Français. Et en même temps, je préparais une deuxième thèse en grec moderne cette fois-ci, à l'INALCO, à Paris. Et puis,
J'ai eu la charge de l'enseignement du grec moderne à Rennes 2 en 2008, suite à un concours en Grèce. Et donc, je suis détaché du ministère grec d'éducation nationale à Rennes 2. Est-ce que vous pouvez résumer l'histoire de la langue grecque, son évolution, ses événements clés, donc comment le grec ancien est devenu grec moderne? Alors, le grec ancien, tel qu'on le perçoit ici en France, c'est en fait un dialecte qui s'est parlé à une certaine époque, à l'époque classique, et le dialecte datique. Donc il était assez diversifié, il a beaucoup évolué dans l'Antiquité déjà. Si on compare les textes qu'on a, les poèmes d'Homère et les textes classiques, il y a des très grandes différences, que ce soit au niveau du vocabulaire, de la structure, des subordonnés, de tout élément morphologique, syntactique, etc. Ensuite, il y a eu un grand changement à l'époque qu'on appelle alexandrine, c'est-à-dire quand le grec est devenu une langue internationale à l'époque. C'est parlé partout dans le bassin méditerranéen et ça a été adopté plus tard par les Romains, aussi par les Latins, la bourgeoisie, enfin la noblesse romaine qui le parlait. Et donc, dans tous les royaumes créés par les successeurs qu'on appelle les diadoques d'Alexandre le Grand, tous ces peuples parlaient le grec, au point par exemple où les Juifs ne comprenaient plus l'Ancien Testament et ça a dû être traduit en grec pour qu'ils le comprennent. Le fait que le grec était donc parlé par beaucoup de peuples dont initialement ce n'était pas la langue naturelle a contribué à une grande évolution relativement rapide entre le 3e siècle avant et le 3e siècle après Jésus-Christ. Là, ça a beaucoup changé. Et par la suite, on a un peu du mal à évaluer le rythme de son évolution, parce que les écrits qu'on a surtout de cette période-là sont des écrits ecclésiastiques, donc qui gardaient une langue artificiellement ancienne, mais dans le langage quotidien, sans doute, il y avait beaucoup d'évolutions. On les voit un peu plus tard. On passe d'une langue très synthétique à une langue beaucoup plus analytique. Et on considère aujourd'hui que l'essentiel du grec actuel a été formé jusqu'au Xe siècle après Jésus-Christ, donc à l'époque qu'on appelle byzantine. Pour les gros de l'évolution, comment on est passé du grec ancien au grec moderne. En fait, on voit que l'intérêt pour le grec ancien est toujours présent en France. On continue de l'étudier. Mais à quel point le grec ancien est populaire en Grèce aujourd'hui? Est-ce qu'il est aussi important? Cela dépend des différentes positions. Malheureusement, souvent, ça arrive dans tous les pays à l'époque moderne, depuis au moins 2 siècles. Quand la politique se mêle un peu à la langue, ce sont 2 domaines complètement indépendants, mais à des fins politiques, donc, on connaît des périodes où on va encenser le grec ancien pour montrer la continuité de la culture, de la civilisation grecque antique à nos jours. Au niveau scolaire, on a observé aussi les dernières décennies des allers-retours quant à l'enseignement du grec ancien dans la scolarité donc grecque. Il y a eu des époques où on a abandonné l'enseignement du grec ancien à proprement parler pour enseigner seulement les textes antiques mais en traduction, en grec moderne.
puisqu'on a considéré que l'essentiel c'était le contenu et non pas la forme. Et quand on se trouve à des périodes un peu plus conservatrices, je dirais, politiquement parlant, on a retour à l'enseignement du grec ancien, qui, comme c'est une langue morte, pose des difficultés d'apprentissage pour le grec d'aujourd'hui, et même plus que si c'était une langue étrangère, puisque justement, c'est ni une langue étrangère, mais ni leur langue naturelle. Les limites sont floues et souvent il y a des mélanges entre les différentes époques du grec, ce qui pose des difficultés aux élèves. Et c'est un sujet un peu insoluble. Toujours est-il que pour la majorité des Grecs, ils pensent qu'il faut apprendre le grec ancien, mais dans la pratique, l'apprentissage est assez médiocre, je dirais, sauf pour des étudiants ou des élèves qui s'intéressent à des études un peu littéraires ou même pour devenir avocat, etc. Parce qu'en Grèce, il y a un concours pour entrer à l'université et une des matières pour certaines disciplines, certains départements, comme par exemple, non pas seulement les lettres, mais l'histoire, la psychologie, donc le droit, etc. Le grec ancien est demandé comme matière d'épreuve à ces concours. L'apprentissage est souvent mécanique, je dirais, et formel. Et même là, donc, on perd un peu ce qui pourrait être utile sur le plan culturel. Voilà. D'accord. Comme nous le savons, le grec ancien a influencé la langue française. Il y a plusieurs mots français qui sont venus du grec. Et de même, en grec moderne, il y a des mots français qui sont passés. Mais d'où viennent les nouveaux mots qui continuent d'apparaître chaque année? Est-ce que sont-ils purement grecs ou tous les nouveaux mots qui apparaissent maintenant viennent principalement de l'anglais ou de français? Concernant le grec, oui, concernant le grec. Alors comme ça se passe aussi un peu de la même manière en français, c'est-à-dire que on a une introduction massive ces dernières années, ces dernières décennies, des mots anglais liés surtout à la science, à la technologie, à l'informatique notamment, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ça fait bien, c'est à la mode, ça fait bien de glisser des mots anglais même quand il y a des mots grecs. Quant aux termes scientifiques qui viennent de l'anglais, parfois on essaye de créer des mots grecs comme on opère en français. Il y a des mots qui prennent et d'autres non. Toujours est-il que essentiellement, donc la source des mots étrangers actuellement et depuis quelques décennies viennent de l'anglais et parfois donc des mots superflus puisque ça existe, il existe des mots français, mais c'est une question de mode. Mais on peut observer dans l'histoire des langues, de ce qu'on connaît, des traces qu'on a dans le passé, que ça a toujours été le cas. Il y avait des langues qui avaient une aura et qui influençaient les autres. Tant que ça ne reste pas, tant que ça reste pas massif, c'est pas dangereux. Effectivement, si on multiplie ce phénomène, ça peut créer des troubles dans la construction ou la prononciation des langues. Par exemple, il y a des mots en imitant, en ne grécisant pas les mots étrangers, je ne sais pas, on suit des formes de pluriel, par exemple, anglais, alors que ce ne sont pas les mêmes formes qu'on utilise en grec. Donc ça trouble un peu le système linguistique actuel
mais pas outre mesure pour l'instant. Et selon vous, quel est le futur du grec ancien et du grec moderne? Le grec ancien dépend, je pense, de la politique de l'État grec pour la Grèce. Partout dans le monde où était enseigné, comme en France, le grec ancien, il y a un abandon ces dernières décennies. Quand je suis arrivé, moi, en France, il y avait beaucoup plus d'universités, par exemple, ou de lycées où le grec ancien était enseigné. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus à la mode. À l'époque, c'était le signe des bons élèves venant de bonnes familles, donc de niveau social aisé. Ce qui est abandonné aujourd'hui, puisque l'esprit est plus pratique, commercial, financier, en tout cas moins des valeurs morales, humaines, humanitaires plutôt, et culturelles, et l'esprit de l'époque donc est opposé. Quant à la Grèce, pour le grec ancien, ça se limite essentiellement à l'apprentissage au lycée, un peu au collège et au lycée, et puis malheureusement, c'est le même esprit qui règne, et donc les élèves attachent moins d'importance. C'est peut-être une matière souvent difficile et qui n'intéresse pas beaucoup les élèves, qui leur pose des problèmes. C'est un peu comme ceux qui sont allergiques aux mathématiques, il y en a qui sont allergiques au grec ancien. C'est pour le grec ancien seulement que je portais la question. Non, mais aussi pour le grec moderne. Pour le grec moderne, son avenir, ça n'en sait rien. Sur le plan linguistique, on peut observer et on peut penser que ça va continuer son évolution vers une langue de plus en plus analytique, donc moins de formes. Donc c'est un processus qu'on a observé donc, depuis des siècles, et ça devient de plus en plus fréquent, sous l'influence aussi peut-être des langues étrangères comme l'anglais qui s'impose, mais c'est une tendance qu'on observe quand même dans ou dans la majorité des langues dans le monde, les langues synthétiques qui deviennent un peu plus analytiques. Et puis après, comme toute langue, va évoluer selon la société, le type de société, et tant qu'il y a une population suffisante à les parler, pour l'instant, ne risque pas la disparition. Mais on ne peut pas prévoir ce qui se passera dans quelques siècles ou millénaires. D'accord. Merci pour vos réponses. Je vous en prie. Merci à Dimitri Carpouzi, professeur de grec moderne, à Louis Lebaillon, Louis Bonon et Mathieu Poirier, d'avoir répondu à nos questions. Ce podcast a été réalisé par Pruna Montméran, Margot Robert et Ksenia Yezikova.